En fait, je suis un collègue de Rémi. On travaille ensemble dans une société qui s'appelle Lamasoft. Et Rémi m'a proposé d'intervenir parce qu'en fait, il y a beaucoup de liens entre ce qu'on fait et notamment la sustainability à travers en fait les solutions qu'on fournit à nos clients. Alors dans cette présentation, je ne vais pas détailler la solution Lamasoft, on ne va pas aller dans les détails, c'est vraiment très orienté sur en fait la sustainability. Et avec Rémi, ce dont on a parlé, ce qu'on va vous proposer, c'est de partager surtout avec vous en fait un rapport que Lamasoft a commandé auprès de l'Économiste, d'un journal qui s'appelle The Economist, qui fournit aussi des études. Et on va vous partager les résultats de cette étude. Et puis également, malgré tout, comme on a aussi notre propre regard, je vais vous partager une vision sur une lecture possible voilà, de cette étude. Et ce qu'on va voir ensemble, je pense que c'est très complémentaire avec la session qu'il y a eu jusqu'à présent. Je m'en excuse par avance, vous allez avoir beaucoup de chiffres parce que c'est une étude et cette étude en fait a questionné un certain nombre de personnes. Donc cette étude a été menée à la fin de 2018 et elle a interrogé à peu près 250 dirigeants d'entreprises qui sont basés un peu partout dans le monde, alors pas dans tous les pays, mais essentiellement aux États-Unis, en Europe, en Asie, et en Europe c'était essentiellement en Angleterre et en Allemagne. Et donc les résultats, c'est leur vision sur le développement durable. Donc là où c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a vu, on a tous vu qu'il y avait plein de très belles motivations pour aller vers le développement durable. Maintenant, ce qu'on va partager ensemble, c'est la vision très concrète qu'ont aujourd'hui des dirigeants d'entreprise. Et ces dirigeants d'entreprise qu'on a interrogés sont des dirigeants d'entreprise de sociétés qui font plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Une des raisons, c'est parce que chez Lamasoft, on aide les entreprises à optimiser leur supply chain. Et comme ça a été déjà dit précédemment, évidemment, plus la supply chain est grosse, plus elle est impactante et plus c'est important de l'optimiser. Et c'est pour ça que nos solutions sont essentiellement utilisées dans des sociétés de grande taille. Voilà pour la petite introduction. Pour partager également avec vous quelques idées, on a également financé cette étude chez Lamasoft parce que les gens chez Lamasoft, en général, et l'équipe dirigeante est très sensible à ces problèmes-là. On a notamment une petite équipe chez nous de personnes qui, gratuitement, entre guillemets, fait des projets pour des organismes humanitaires, par exemple comme le World Bank. Donc on va les aider à dimensionner et à dessiner leur supply chain pour être plus opérants lorsqu'ils font des programmes d'aide dans différents pays dans le monde, notamment par exemple en Afrique. Donc ça, c'est le support à cette étude. Et c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc merci Rémi de m'avoir demandé de partager aussi quelques idées sur ça. Et quand on dit qu'évidemment tout le développement durable est très important, c'est très important parce que si vous vous intéressez à ces sujets comme moi, vous avez peut-être en tête qu'il y a un mois et demi, il y a une étude qui est sortie qui a dit qu'il y avait 1 million d'espèces qui étaient en danger sur millions. Donc ça fait un premier effet. Les coraux, si la température des océans augmente de plus d'1,5 degré, vont quasiment tous disparaître. Donc moi j'adore la plongée, j'adore nager. Je ne plongerai pas de la même manière. En termes d'empreinte carbone, il y a aussi eu des objectifs, ça a été dit. Il faut savoir qu'en 2018, nos émissions globalement dans le monde de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Elles ont augmenté à peu près de 2%. Et si je ne me trompe pas, on doit atteindre en fait un seuil en gros en 2020, parce que si on n'atteint pas ce seuil d'émission et ce plafond, ce plateau d'ici 2020, après globalement on va arriver dans un monde où la hausse des températures, on ne va plus pouvoir du tout la contrôler. Donc il faut vraiment changer très rapidement et ça revient à nos problèmes également au niveau des entreprises. Pour comprendre également globalement l'importance de ces sujets, c'est bien aussi d'avoir quelques chiffres en tête. C'est pour ça que je vais vous présenter un certain nombre de chiffres, comme je m'en disais, je m'en excuse à l'avance, mais c'est aussi très significatif. Donc quand on mange, globalement les êtres humains, en 2018, on a tué et mangé 50 milliards de poulets. On a tué 1,5 milliard de cochons. Et puis en termes de bovidés, c'était 300 millions. Alors c'est moins, mais évidemment la taille de l'animal est bien supérieure.
Donc ça, ça vous donne une ampleur du problème, mais il faut savoir que ce chiffre-là, potentiellement, il pourrait être doublé d'ici 2050. Et on sait que tous ces animaux, ils représentent environ 15% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc je vous imagine l'impact que ça a sur la planète. Et pour aller très vite, parce que après, ce n'est pas le seul sujet de cette présentation, le résultat de l'étude dit en gros, évidemment, la biodiversité est en danger, mais si la biodiversité est en danger, à terme, c'est l'être humain qui est en danger. C'est l'ensemble, non pas simplement nos modes de vie qui vont changer, c'est simplement la possibilité pour les êtres humains de continuer à vivre sur Terre qui pourrait rapidement, à terme, être carrément, totalement changé. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le contexte dans lequel on est. Donc la définition, on en a parlé de cette définition. Moi je reviendrai sur l'aspect qui me semble important, qui est le terme éthique. Et si demain ça doit aller mieux, c'est aussi parce qu'il y a une prise de conscience éthique qu'il y aura par un certain nombre d'acteurs. Donc pour moi la RSE c'est super important et ça a bien été expliqué, mais je pense que l'éthique est un facteur de transformation important. Quand on parlait des supply chains et de leur impact, quand on regarde en fait l'impact environnemental d'une entreprise, les études montrent, alors notamment ici McKinsey, que c'est 90% de l'impact, sans grande surprise, vient de la supply chain. L'autre chose aussi intéressante, et ça a été dit un petit peu ce matin, mais en chiffres, c'est que quand on parle de supply chain ici, dans notre définition chez Lamasoft, mais en fait la vision réelle que ça doit être, c'est une supply chain end-to-end, c'est du client au fournisseur, du client au fournisseur, du fournisseur, ainsi de suite. Mais si on prend ça en compte, en fait l'impact de la supply chain d'une entreprise complètement étendue, c'est 20 fois sa supply chain interne. Donc ça donne un petit peu des enjeux en moyenne. Alors ça peut varier suivant les industries, suivant les supply chains, mais c'est un petit peu les ordres de grandeur sur lesquels on est. Donc maintenant, je vais commencer à vous partager un certain nombre de résultats de cette étude qui montrent comment de grandes entreprises mettent en place ces problèmes de développement durable et se positionnent par rapport à ça. Ce que dit l'étude, c'est qu'aujourd'hui, basé sur un certain nombre de sondages qu'ils ont fait, malheureusement là il n'y a pas de chiffres, mais je vous en présenterai après, que la longévité économique d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à se développer dans le long terme, donc ce qu'on appelle en anglais sustainable growth, donc là le terme sustainabilité est intéressant parce qu'il a deux sens, c'est la capacité à se projeter dans le temps, à projeter une croissance à long terme, et aussi c'est la capacité à faire ça en le faisant de manière durable pour la planète et nos enfants. Donc que ça va maintenant main dans la main avec justement cette dimension durable. Et pourquoi? Parce que les consommateurs, c'est-à-dire nous, sont de plus en plus sensibles à ces aspects-là, et donc ces consommateurs sont prêts à payer plus. De la même manière, ils seraient prêts à se détourner d'un certain nombre de produits qui ne sont pas durables. Et il y a une autre raison très importante qui a existé ce matin, notamment par la personne de BNP, c'est les aspects de valorisation des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui ne vont pas aller vers le développement durable, on va le voir, vont avoir des problèmes en termes, par exemple, de valorisation boursière. Et leur valorisation boursière pourrait s'effondrer. Aujourd'hui, je ne vais pas les nommer parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a une entreprise très grosse dans le domaine de la chimie qui a racheté une entreprise très grosse dans le domaine de la chimie. Cette entreprise a pendant longtemps questionné éthiquement sur ses pratiques. Elle a eu des produits qui sont en partie rejetés aujourd'hui pour un tout un tas de raisons. Du coup, cette fusion qui économiquement avait énormément de sens, enfin en train réellement de produire un résultat catastrophique. Et ça, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on est dans ce contexte actuel qu'on décrit. Donc, l'étude, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Elle nous dit que, par contre, ce qui est rassurant, c'est que dans la plupart de ces grandes entreprises, les gens sont de plus en plus sensibles à ces pratiques, et la plupart de ces grandes entreprises vont être impliquées plus ou moins dans différentes instances. On voit que c'est la quasi-totalité. On voit aussi que la quasi-totalité font sans surprise des actions auprès de leurs fournisseurs, de différentes natures, plus ou moins importantes, plus ou moins prégnantes, mais elles font ces actions-là. Il y a un autre sondage qui est intéressant, c'est que les dirigeants d'entreprises qu'on a sondés disent en gros, on considère que le développement durable et la profitabilité, à 60%, ces deux choses sont aussi importantes. Parce qu'ils commencent à considérer qu'effectivement c'est lié. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Mais il y a aussi des facteurs et des freins qu'on verra dans la deuxième partie de l'étude.
et là il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'il y a 38% de ces dirigeants qui disent bah, ouais, le développement durable c'est génial, mais économiquement ça pose des gros problèmes et ça génère des coûts d'implémentation qui peuvent être rédhibitoires ou en partie qui posent énormément de questions. Et donc là on voit qu'on n'est pas, comme on dit, dans un monde idéal. Voilà, tout ça c'est formidable de faire du développement durable, mais il y a des freins. Et une des choses qu'on va voir ensemble, c'est aussi comment lever ces freins et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc là, c'est dans l'étude, ce que l'on voit, c'est qu'est-ce qui va motiver aussi les gens à aller vers le développement durable. Alors il y a un premier chiffre qui ressort, qui est là, c'est que s'il y a 38% des sondés qui disent « Ah, bah, le fait que ça coûte cher est un frein », de manière rassurante, il y a à peu près un chiffre presque équivalent, 34% des gens qui disent bah, au contraire, c'est ce qu'on voyait en début de matinée, bah, il faut faire du développement durable parce qu'en fait c'est une énorme opportunité pour faire des gains en termes de supply chain et se poser les bonnes questions. Entre parenthèses, personnellement, Rémi et je pense que la plupart des gens chez Lamasoft pensent que c'est la bonne vision. Alors on va essayer aussi de dire un petit peu pourquoi, pas simplement parce que intellectuellement, éthiquement, ça serait bien. Et dans les autres facteurs qui sont importants, bah sans surprise par rapport à ce qui est dit ce matin, les gens disent c'est des facteurs de croissance importants. Et dans les facteurs de croissance importants, il y a le fait d'avoir un rapport effectivement positif aux consommateurs, bah, il y a le fait de pouvoir mettre de nouveaux produits, de nouveaux services sur le marché. Donc ça, j'y reviendrai un peu. Et puis il y a globalement l'intérêt de cet ensemble de pratiques. Et après, je vais vous montrer d'autres chiffres sur d'autres aspects qui sont ceux-là, le rapport qu'il peut y avoir entre le consommateur, la réputation de l'entreprise et sa valorisation à cette entreprise. Donc en termes de chiffres, ce qui est intéressant de savoir quand on rentre dans le détail, il y a par exemple 80% des consommateurs qu'on peut sonder en moyenne qui vont dire bah, si les produits n'ont pas des écarts de prix très significatifs, moi je vais aller vers un produit qui est plus durable. Il y a un autre chiffre qui est intéressant quand on parle des millennials, c'est que les gens qui ont entre en gros 18 et 35 ans, il y a une personne qui a l'air d'être dans ce créneau en face de moi, on pourrait te poser la question, ben ces personnes-là vont dire moi je vais me tourner vers des marques qui en fait s'engagent pour des causes. Et ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, le fait de s'engager pour des causes. Ça veut dire que vendre un produit qui crée une valeur demain n'est pas suffisant. Nous, on a un de nos clients notamment qui s'appelle Danone, qui utilise en partie nos solutions. Cette société, en fait, met en avant le concept, un concept dont le terme m'échappe, mince. C'est quoi ce terme c'est autour de la marque, c'est un terme anglais que je ne retrouve pas. Ça reviendra peut-être après. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la marque, elle délivre un message, mais que c'est la cause, l'éthique et en fait le cœur que les gens mettent véritablement à délivrer ce produit qui est important. Et donc quelqu'un comme Emmanuel Faber, qui est aujourd'hui le PDG en fait de Danone, met ça en avant. Et donc il essaye de créer des marques qui en fait montrent qu'ils ne font pas ça simplement pour gagner de l'argent, ils font ça parce qu'ils croient que c'est bon pour eux et c'est bon pour la planète. Et d'ailleurs, by the way, c'est en fait le slogan de Danone, c'est être bon pour vous et c'est être bon pour la planète. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant et qui va aussi impacter l'acte d'achat des gens. Il y a une autre chose qui est importante qui a été dite. Aussi, ce qu'on prend en compte, c'est que, et là je ne vais pas vous présenter les chiffres, mais il y a plein de chiffres qui existent sur ça, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui va se passer. Il va se passer parce qu'il y a des problèmes par rapport aux baby boomers dans la plupart des économies occidentales notamment. Il y a aussi tout un tas de questions par rapport au recrutement des talents, notamment en termes d'intelligence artificielle, de développement de toutes ces technologies. Donc ça veut dire que les entreprises qui ne vont pas être capables de montrer aux gens suffisamment d'attractivité, elles vont avoir un énorme problème pour recruter. Alors déjà, toutes les entreprises auront des problèmes pour recruter, mais si on n'est pas attractif à ce niveau-là, en termes d'éthique, on risque d'avoir un problème majeur. Et puis la troisième chose aussi très intéressante à prendre en compte, c'est la valorisation boursière des entreprises. Donc il y a des études, notamment faites par une entreprise américaine qui s'appelle Reputation Dividend,
qui dit que 40% de la valorisation boursière d'une entreprise est liée à sa réputation. Et donc ça, c'est 3 facteurs qui peuvent être très intéressants quand on parle de motivation pour aller vers le développement durable. Autre étude qui a été faite que je vous présente, liée à l'étude qu'on présente, parce que l'étude qu'on présente à travers The Economist, c'est en fait une compilation d'une vingtaine d'études. Elle dit globalement la valorisation de mon entreprise, c'est 50% sa valeur actuelle. Ok, super, on peut le comprendre. Elle a des capitaux, elle a des clients, elle a un marché. Mais aussi très intéressant, c'est 50%, c'est son pouvoir de croissance. C'est son potentiel de croissance à moyen long terme. Donc si je prends par exemple une entreprise comme Danone, avec tout ce qu'elle fait, elle est plutôt bien positionnée par rapport à ça. Mais en prenant en compte un autre facteur, c'est que ce potentiel de croissance, il est rogné et il peut être détruit en partie par des actions qui sont non durables. Donc vous avez ce potentiel-là, effectivement, mais si vous avez dans cette entreprise pas assez de politique de développement durable, en fait vous êtes en train de casser cette valorisation, et c'est ce qu'on peut essayer après de valoriser. Donc ça peut être une autre grande motivation pour les dirigeants pour faire ça. Donc ça, c'était un petit peu le contexte sur lequel étaient les gens. Maintenant, comment ces entreprises répondent, c'est-à-dire comment elles essaient d'aller vers le développement durable. Donc là, on va voir un certain nombre de réponses que je vais compléter avec ma propre petite vision, si vous le permettez bien, de manière humble. Mais puisque je vous parle, j'en profite pour vous donner aussi ma vision. Donc il y a une chose importante qu'on a commencé à dire, c'est la notion aussi de transparence. On l'a évoqué un petit peu ce matin. Donc il faut savoir qu'il y a un organisme, il y a plein d'organismes qui existent dans ces domaines, il y a un organisme qui devient de plus en plus prégnant et connu, qui en fait est une ONG qui collecte des informations provenant des entreprises, mais pas simplement des entreprises, aussi des villes. Donc aujourd'hui, ils collectent ces informations sur à peu près 7000 entreprises, sur plus de 500 villes, et ils montrent leur performance en termes de développement durable, c'est-à-dire leur impact sur l'écologie. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a déjà plus de 50% de la capitalisation boursière des grandes entreprises qui, effectivement, vont vers ce niveau de transparence. Et ça aussi, c'est très important par rapport à ce que je disais avant. Et je vais aussi vous partager un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 80 investisseurs internationaux représentant plus de 10 000 milliards en fait de chiffre d'affaires potentiel, qui lancent en fait une alerte sur environ 500 entreprises dans le monde, en leur disant vous n'êtes pas assez transparent et nous en tant qu'investisseurs stratégiques, demain on va arrêter d'investir dans vos entreprises parce que vous n'êtes pas assez transparent. Donc il y a des sortes de phénomènes qui commencent à apparaître, ça a été évoqué et ça devient une vraie réalité. Et donc c'est aussi très important que les dirigeants d'entreprise prennent ça en compte. Le deuxième aspect, on en a parlé ce matin, on parlait du fait de travailler plus avec les fournisseurs. Donc là, ce que montre l'étude, c'est qu'ils disent, c'est pas le niveau auquel les gens déjà interagissent avec leurs fournisseurs pour aller vers le développement durable, ça met en avant l'intention des gens de faire plus. Et donc là, ce que l'étude dit, c'est par exemple en termes de conditions de travail, il y a, en fait, les gens dans les 5 prochaines années, ils veulent aller encore plus loin, c'est 14% des gens qui veulent faire encore plus. Donc ils sont peut-être déjà en train de travailler avec 50% de leurs fournisseurs. Mais ces gens-là disent je veux faire encore plus sur l'ensemble de ces sujets. Donc on voit qu'il y a déjà une forte imprégnation, mais il y a une volonté d'aller plus loin. Quand on dit travailler plus avec les fournisseurs, faire plus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire mener un ensemble d'actions, ça veut dire leur remettre des prix, ça veut dire leur donner des conseils, ça veut dire travailler avec eux l'économie circulaire, ça veut dire les noter. Donc tous les systèmes de notation sont extrêmement efficaces et prégnants. Donc ça, il y a plein de témoignages dans l'étude, je ne vais pas en partager de trop, mais ça marche très bien. Il y a aussi prendre en compte le fait de collaborer évidemment sur les technologies. Et quand je dis des technologies, sur les produits qu'ils fabriquent, et puis l'aspect technologique. Donc j'ai zoomé, comme on n'a pas beaucoup de temps, sur 2-3 aspects, et l'aspect notamment de la technologie, puisque comme tu disais Rémi, on vous apporte plus d'éclairage aussi sur l'aspect technologique.
Donc je suis désolé, je l'ai mis malheureusement en bas à gauche, mais je vais vous dire, le blockchain, il y a 50% des gens qui disent en gros, on prend des initiatives en termes de blockchain. Interesting. Wow. Alors quand on dit ça, par contre, ça ne veut pas dire que les gens font énormément avec le blockchain. Ça veut dire qu'ils commencent à initier au moins un certain nombre de pratiques. Mais dans certains cas, ça peut être extrêmement intéressant. Donc par exemple, vous avez des gens qui aujourd'hui dans le métier du diamant, on voit bien pourquoi c'est intéressant dans le diamant, ça coûte très cher, l'origine des diamants est importante, donc il y a des plateformes qui mettent en avant le blockchain pour la traçabilité des diamants partout dans le monde. Sans surprise, les technologies qui sont utilisées pour travailler avec les fournisseurs, tu en parlais également, c'est l'IoT. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui va être importante. Et puis enfin, il va y avoir tout ce qu'on appelle le data analytics, c'est-à-dire le fait de capturer des données et d'être capable de comprendre ces données et de prendre des décisions avec. Et en l'occurrence, j'en parlerai rapidement à la fin, je n'irai pas dans les détails techniques, mais c'est ce que fait Lamasoft. Nous, Lamasoft, on est dans du data analytics avancé, on intègre des savoir-faire en termes d'intelligence artificielle et notre objectif, c'est d'aider les dirigeants d'entreprise à prendre de meilleures décisions autour de leur supply chain dans un monde changeant, dans un monde challenging notamment parce que une des forces qui oblige les gens à changer, c'est le développement durable et que si les gens ne le font pas, il y a toutes les conséquences négatives que j'ai évoquées avant qui vont se passer. Autre chose, par exemple, pour mettre en avant ce qui se passe, c'est que le fait de remettre des récompenses et de récompenser les fournisseurs, par exemple dans l'industrie du retail, c'est la quasi-totalité des acteurs qui aujourd'hui font ça. Autre chose aussi intéressante en termes de reverse logistique, oui, effectivement, ça se développe aussi vis-à-vis des fournisseurs. Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il y a déjà à peu près 40% des acteurs qui font ça, et il y en a 18% qui intègrent ça comme une stratégie qui est, on peut dire, qui fait partie de leur ADN. Et on citera, après je citerai un ou deux exemples. Voilà, et notamment quand on a dit tout ça, on dit tout ça c'est formidable, mais est-ce que et quel est le potentiel pour une entreprise de vraiment aller vers le développement durable? Et ce qui est très intéressant de savoir, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, c'est qu'il y a énormément d'initiatives qui sont aujourd'hui dans le monde, et il y a des entreprises dont l'ADN, dont la raison d'être, c'est de permettre à d'autres entreprises d'aller vers le développement durable. Donc il y a d'autres exemples, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du World Economic Forum. Il y a plein de choses intéressantes par ailleurs, mais notamment ces gens-là ont fait en fait si vous voulez, un concours de projets d'entreprises qui aident d'autres entreprises à aller vers le développement durable. Donc ils ont recensé à peu près 400 à 500 projets, ils en ont sélectionné 12, et parmi ces 12, j'ai fait mon petit choix pour vous, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps malheureusement, et je vous en ai choisi 4. Et par hasard, il se trouve que 2 sont des clients de Lamasoft. Donc je ferai un petit parallèle aussi sur ce qu'on fait. Donc la première entreprise s'appelle Daico. Daico, c'est une entreprise qui a d'origine hollandaise, qui a créé un procédé qui permet en fait de teindre les vêtements en ayant un impact environnemental négatif nul. Il faut savoir que l'entreprise textile, quand on porte des vêtements, en coton, etc., c'est très agréable, c'est super, mais c'est une industrie qui a un impact sur l'environnement qui est normalement très très prégnant. Pourquoi? Parce que vous utilisez énormément d'eau, vous utilisez énormément de produits chimiques, et tout ça à un moment, ça repart quelque part. Eux, ils ont inventé un système, en gros c'est une machine à laver, vous mettez les vêtements dedans, vous mettez de la teinture chimique, ça tourne, ça consomme tous les produits, et ça vous donne un vêtement qui est teinté, et qui est teinté non seulement teinté, mais sec. Et si vous avez travaillé dans l'industrie textile, moi en tout cas j'ai eu une expérience pendant quelques années, dans le temps de process des produits, il y a le temps effectivement pour les teinter, il y a le temps après pour les sécher. Et là vous n'avez pas besoin de les sécher. Donc ça veut dire que non seulement vous avez un impact écologique quasiment nul, mais en plus sur ces aspects-là de la production, mais en plus vous faites ça plus vite. D'où on commence à répondre, est-ce que forcément aller vers la sustainability, le développement durable est un problème? Eh bien on voit que ça peut être une opportunité. Autre exemple que j'ai choisi pour vous, c'est Close the Loop, c'est une entreprise australienne. Cette entreprise qui fait à la fois du conseil a développé un procédé qui permet de créer un asphalte et du bitume plus durable, qui utilise des quantités en fait de sacs plastiques, de verre pilé
et comment dit-on en français, de cartouches, merci, d'imprimantes en grande quantité. Et à chaque fois qu'ils font 1 km en fait de route avec ce procédé, ils utilisent des quantités gigantesques avec un asphalte qui peut tenir et être résistant et avoir une durée de vie de 65% plus longue. Il faut savoir aussi que j'aurais pu prendre d'autres exemples. On peut trouver des asphaltes qui sont capables d'absorber l'eau. Et pourquoi ça c'est très important? À cause du ruissellement. Pourquoi il y a des inondations souvent? Parce qu'il y a du ruissellement. Si vous avez un asphalte qui est capable d'absorber intelligemment l'eau, vous réglez les problèmes de ruissellement. Donc là, je pourrais multiplier les exemples. C'est 2 exemples de sociétés novatrices. Après, on pourrait se dire, ouais, mais les exemples que vous prenez, Pascal, vous êtes sympa, vous êtes gentil chez Amasoft, mais c'est des petites entreprises. Alors justement, pour contrebalancer, j'ai pris des entreprises un peu plus grosses que probablement beaucoup connaissent. C'est une entreprise française qui est dans tous les métiers de l'ingénierie autour de l'ingénierie électrique, de la gestion de l'électricité et de son optimisation. Et cette entreprise, en fait, a inclus dans son ADN le développement durable et notamment, en fait, tout ce qui est le recyclage. Et donc, ils ont des produits, par exemple, qu'ils vont louer. Ils ont commencé à mettre en place des supply chains circulaires pour reprendre les produits. Ils ont commencé à intégrer effectivement tout ce qui est le recyclage en général des emballages. Et aujourd'hui, en fait, Schneider Electric, on fait 12% de notre chiffre d'affaires à travers toute cette économie du recyclage. Donc on voit qu'il y a également une légitimité économique à ça. Et puis, dernier exemple, c'est EB InBev. Alors si vous ne connaissez pas EB InBev, vous connaissez probablement leur marque. C'est en fait le plus grand brasseur dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, ils vendent leurs produits dans quasiment tous les pays où on peut acheter de la bière. C'est 300, je ne sais plus si je dis, c'est à peu près 300 brasseries et des centaines de marques. Leur objectif aujourd'hui, et ce qu'ils réalisent déjà, c'est que 50% des produits qu'ils font en verre sont déjà recyclés. Leur objectif en 2025, c'est d'être capable de recycler 100% des produits en utilisant également du recyclage en général des emballages venant eux-mêmes de produits recyclés. Donc c'est faire de l'économie circulaire, on pourrait dire sur l'économie circulaire. Donc voilà des petits exemples où on voit que tout ça devient une réalité possible. Une autre chose maintenant que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a 2 manières presque de voir une supply chain durable. Il y a la manière, je dirais, minimum et minimorum. C'est de dire, quels que soient les produits que j'ai aucune volonté d'aller vers l'innovation, d'être plus particulièrement que ça éthique, mais j'ai ma supply chain, j'essaye de la rendre juste plus durable. Et ça, c'est une première approche qu'on peut avoir. Mais c'est une approche qui n'est pas du tout suffisante. Elle n'est pas du tout suffisante parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, une supply chain, c'est fait de produits. Et les produits de cette supply chain vont être des nouveaux produits. Et les nouveaux produits de demain ont quoi comme caractéristique ces produits? Devinez quoi? C'est qu'ils doivent être plus durables. S'ils ne sont pas plus durables, la plupart des entreprises qui ne vont pas nous proposer et proposer à leurs clients des produits plus durables vont disparaître. Donc c'est quelque chose, on n'y pense même pas, mais dans plein de grandes industries, là j'en ai cité quelques-unes, il y a des phénomènes de fond. Donc dans l'industrie automobile, c'est tout ce qui est les véhicules propres. Alors, on peut penser aux véhicules électriques qui aujourd'hui est en train de se développer, mais demain ça pourrait être d'autres technologies, d'autres types de véhicules propres. Il y a la mobilité qui est une autre forme d'utilisation de ces véhicules. L'industrie agroalimentaire, je parlais de Danone, et si vous parlez avec les gens chez Danone, ils vont vous parler du Food Revolution. Et pourquoi le Food Revolution? Parce que notamment, on ne va pas pouvoir continuer à boire du lait comme on le fait aujourd'hui et à continuer à faire ça de la même manière. On ne va pas pouvoir continuer à consommer de la viande et à doubler notre consommation de viande d'ici 2050. Et puis il y a aussi toutes les énergies propres. Donc regardons un peu les évolutions qu'il y a. Alors c'est un petit peu petit, mais pour voir comment ça impacte, j'écoutais ce matin à la radio, et il y a une personne qui disait, un dirigeant d'une grande marque automobile allemande, il disait, en Europe, par exemple, la voiture électrique, il n'y a pas de marché pour ça. Alors, c'est vrai et c'est faux. Aujourd'hui, la voiture électrique, il faut savoir que c'est 2% du marché mondial des voitures, mais c'est une croissance de 60% par an. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de marché? On peut en débattre.
dans le domaine de l'agroalimentaire, ce que montre ce schéma, c'est que quand on va consommer de la viande demain, ce que disent le World Economic Forum, c'est que la viande consommée demain, ça ne sera pas de la viande telle qu'on la connaît aujourd'hui qui vient des animaux. Cette consommation-là devra réduire par force. Ça sera ce qu'on appelle des viandes, si vous voulez, végétales. Donc ça peut être du tofu pour les gens qui sont aujourd'hui véganes ou végétariens. Mais ça sera aussi potentiellement de la viande synthétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel là aussi pour des nouveaux produits. Et puis enfin en termes d'énergie, il y a eu un basculement en 2015. En 2015, en fait, on a commencé à avoir plus d'investissements dans des technologies d'énergie propre, par exemple l'éolien, que dans les centrales à charbon et le reste. Donc les gens aujourd'hui dans le monde investissent massivement dans les énergies propres. Et donc tout ça amène à repenser forcément les supply chains. Donc comment essayer de surmonter ces barrières? Quelles ont été les réponses des gens et quelles sont les barrières? Alors les barrières qu'ils ont citées, c'était notamment le coût, la difficulté à monitorer les supply chains à cause de leur complexité, des problèmes organisationnels, un manque d'alignement interne sur la stratégie en termes de supply chain, un manque d'intérêt potentiel des consommateurs, même si je pense que ça c'est grandement en train de changer, en tout cas c'est les réponses qu'ils ont données, et puis un manque de compétences internes. Donc ça c'est les plus grandes tendances qu'il y avait. Et je vais en commenter quelques-unes rapidement. Et ce que je veux partager avec vous, c'est que même pour les gens qui pensent que ça ce sont des freins, en fait il y a des antidotes. Et là je vais vous parler des antidotes qu'apporte notamment une société comme Lamasoft en l'occurrence. Donc un des antidotes que l'on peut voir, par exemple au problème des coûts qui s'accroissent. En fait, ces coûts qui s'accroissent, c'est vrai si on les voit de manière isolée. Si on pense en fait optimisation de la supply chain, en fait il y a des grands potentiels en général pour améliorer la supply chain quand on la redessine, qu'on la repense, qu'on optimise ses flux. Donc cette a priori n'est pas forcément juste. Il y a une autre matière en termes de complexité pour affronter ça, c'est de faire ce qu'on appelle chez nous du cost to serve, c'est-à-dire d'être capable de comprendre le coût de prendre un produit du fournisseur et de l'amener chez le client. Quand on parle d'un manque d'alignement, une des réponses, c'est d'apporter des faits aux dirigeants pour prendre des décisions. Donc c'est la capacité à faire des scénarios et des trade-offs. Et puis en termes de savoir-faire, on peut créer des centres d'excellence et c'est ce que font nos clients. Donc, quand on fait tout ça, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à apporter énormément en fait, de bénéfices aux entreprises. Donc, ce qu'on dit en moyenne chez Lamasoft, si on met en place toutes ces bonnes pratiques, on peut réduire les coûts d'une supply chain de 10%. Et ça peut intégrer des pratiques de développement durable. Comment arriver à faire ça? Il faut avoir une vision holistique de sa supply chain. Il faut arriver à comprendre les coûts qui existent aujourd'hui dans cette supply chain. Il faut challenger tous les investissements en étant capable de faire des scénarios, de faire du trade-off, de faire des what-if. Et il faut mettre en place des processus réguliers qui, au-delà des décisions stratégiques, optimisent également les décisions pratiques. Et si on arrive à faire tout ça, on peut atteindre nos objectifs. Et du coup, je partagerai avec vous qu'il y a aussi quelques penseurs qui peuvent nous aider également à nous motiver pour aller vers le développement durable. On peut penser à des gens comme Hubert Reeves, on peut penser à notre ami Winston Churchill qui parlait des pessimistes, et on peut penser au Bouddha qui disait que les actions ont des conséquences et que si donc on fait de bonnes actions, on aura pour nous et autour de nous de bonnes conséquences. Merci à tous. Je crois que j'ai été un peu trop long. Je voudrais bien m'en excuser. Juste une question, vous pouvez me poser des questions après par mail. Bonne continuation. Merci.